Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de l'Europe en clair. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très chaud dont beaucoup d'entre nous se soucient, vu la poussée de l'extrême droite et de ce sujet-là dans toute la politique française, mais aussi de manière générale en Europe, l'immigration et l'Union européenne. Je vais en 10-15 minutes approcher un sujet qui est complexe et qui est très important, mais qui surtout a été largement évincé du débat des partis de centre-gauche, de centre-droit, alors même que si nous laissons le débat à des forces nationalistes populistes, forcément, elles l'influencent, elles, sans que nous ne disions ce que nous en pensons. Alors je vous propose, moi, non pas une opinion absolument impartiale, mais une opinion d'un franco-égyptien, ma mère étant française, mon père étant immigré égyptien en France. Mais j'ai aussi fondé une troupe de réfugiés syriens, Syrians Got Talent, pour expliquer les problématiques d'intégration qui sont mutuelles, expliquer l'inclusion sociale, expliquer aussi les thématiques d'intégration et d'inclusion, mais aussi l'importance en fait du dialogue, de parler avec ces réfugiés syriens par exemple, de rationaliser peut-être ces chiffres. On parle souvent d'immigration massive. Est-elle vraiment massive? Et donc, en gros, de ne pas laisser le thème à des conseillers de Donald Trump comme Steve Bannon, mais plutôt à nous, la plupart des Français et des Européens, et des Françaises et des Européennes. Alors, comment est-ce qu'on pourrait commencer un sujet aussi sensible? Eh bien, en allant droit vers le problème même, la désinformation. Nous avons aujourd'hui Marine Le Pen qui tweet cet après-midi que comment se fait-il qu'un migrant, je cite, fraîchement débarqué dans notre pays touche davantage que les retraités français. Alors, il suffit tout simplement de faire une recherche, on n'a jamais le temps d'habitude, et de voir que selon l'adresse qui travaille pour le ministère de la Santé français, le revenu médian des retraités est de 1760 euros. Et un migrant qui arrive et qui va se déclarer aux autorités françaises va avoir environ 204 euros. Et s'il est non hébergé, un peu plus, 340 euros, à peine de quoi survivre. Alors, au long terme, on pourra penser aussi que la réponse est très, très, très différente, puisque les migrants sont une contribution positive, nette, à nos services publics. Là, je vous montre mon livret A de la Poste. Et, pardon, j'ai mis l'écran de l'autre côté du coup. Mais sachez que les services publics français, les retraites, l'ensemble en fait de nos finances publiques dépendent largement des gens qui contribuent et donc de la population active qui paye par exemple la TVA tous les jours, mais aussi qui paye leurs impôts, par exemple l'impôt sur le revenu. Et l'ensemble de ces migrants, ils sont environ 10% en France pour la première génération ou pour la deuxième génération également 10% ou pour de troisième génération 30%. Eh bien l'ensemble de ces immigrants-là, qu'ils viennent du Portugal, de Pologne, d'Italie ou d'Afrique du Nord, contribuent positivement et c'est ce que nous avons vu avec les rapports du ministère des Finances britannique au Royaume-Uni tout récemment qui a montré l'apport positif net de l'immigration, qu'elle vienne d'Europe ou d'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient, à la santé économique du Royaume-Uni. Donc, tout d'abord, on évince les a priori et on parle avec les chiffres. Parlons ensuite du nombre de migrants. Admettons que cela soit un problème alors, comme le sous-entend Marine Le Pen. Regardons combien sont ces migrants qui représenteraient une immigration massive. Nous avons en 2015-2016 effectivement un flux de migrants qui est assez important et qui représente 0,4% de la population de l'Union européenne. Comment trouve-t-on ce chiffre? Vous avez, selon l'Office des Nations Unies pour les réfugiés et les apatrides, qui est l'organisation internationale en charge pour les Nations Unies de cela, vous avez environ 1 million à 1,5 million de personnes qui sont rentrées sur le territoire de l'Union européenne en 2015-2016, sur un total
de notre population de 510 millions d'Européens. 5 000. Et donc 0,4% de population, ce n'est pas massif. Regardons aussi l'histoire. En 99, nous avions eu 800 000 Kosovars qui sont venus en France, en Allemagne, en Italie, fuyant la guerre. Regardons en 92, la Yougoslavie, en 91, l'Albanie, davantage encore de personnes. Regardons encore plus en amont. J'étais récemment aux Pyrénées-Orientales, juste après la chute de Barcelone à cause de la guerre civile espagnole, avant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons eu presque 500 000 Espagnols fuyant la guerre, arrivant en France dans des conditions très difficiles. Et donc nous avons en Europe des vagues tout à fait similaires, parfois le double. Pensons au nombre d'Allemands qui ont fui la Pologne et la République tchèque actuelle pour se réfugier en Allemagne. Et nous avions justement, à Montpellier, dans un des débats que j'ai eu sur l'immigration il y a un mois, remarqué que dans notre public même se trouvaient des anciens réfugiés qui avaient quitté cette partie de la Pologne allemande avant pour se réfugier en France. Donc l'Europe en fait est faite des histoires de migrants qui bougent d'un côté à un autre. Il y a au moins 250 000 Français qui ont immigré en Belgique, comme j'ai pu y travailler pendant 6 ans. Nous avons aussi beaucoup de Français qui ont immigré au Québec et qui s'est enrichi de cet apport puisque les migrants veulent réussir autre part et donc sont prêts à travailler. En plus, ils ne prennent pas vraiment le travail des autres puisque souvent les autres ne veulent pas faire le travail que font les migrants. Et un exemple de cela, c'est que les migrants en France ont un taux de chômage qui est le double du taux de chômage national des Françaises et des Français. Alors, si on approfondit un petit peu sur les termes, parce que c'est important aussi les termes. Un migrant, selon la définition des Nations Unies, c'est une personne qui va aller d'un pays à un autre, tout simplement. Qu'on soit réfugié, qu'on soit demandeur d'asile, donc on demande aux États de nous protéger parce que l'on fuit un danger très important, ou que l'on soit étudiant et que l'on vienne pendant plus d'1 an dans un pays. Ensuite, vous avez aussi une autre notion, c'est les étrangers. Les étrangers, c'est un peu moins précis, mais un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Peut-être qu'il est né en France et donc il n'est pas migrant, mais il n'a jamais demandé la nationalité française. C'est le cas par exemple de beaucoup d'Européens qui sont nés ici, mais qui grâce à l'Union européenne n'ont jamais eu vraiment à avoir la nationalité française parce qu'ils n'étaient pas vraiment victimes de discrimination grâce à l'absence de discrimination entre Européens, et donc ils n'ont pas demandé la nationalité française, mais ils sont étrangers. Donc moi par exemple, je suis né en France, donc je suis français, je suis fils d'immigrés puisque mon père, lui, est arrivé en France 1 mois avant ma naissance à partir de l'Égypte, et ma mère, elle, est d'origine française, mais qui sait, au-delà de nos grands-parents, au-delà de Boulogne-sur-Mer et de Strasbourg, qui eux-mêmes étaient parfois envahis par les Anglais, parfois par les Allemands, etc., etc. Nous sommes en fait tous des fils et des filles d'immigrés. Alors on va un petit peu avancer sur l'Union européenne en tant que telle. On dit souvent, quand on parle de l'Union européenne, que l'Europe est une passoire. Donc je vous montre l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle fait l'Union européenne? Elle écoute ce que lui demandent de faire les États. Donc nos 28 États ont dit à l'Union européenne qu'il y a certains standards qui sont d'accord d'appliquer. Par exemple, ils vont surveiller en commun leurs frontières, d'où la création de l'agence Frontex pour les frontières extérieures de l'Union européenne en 2004. Avant cela, l'Union européenne a été aussi d'accord, c'est-à-dire nos États, pour intégrer l'espace Schengen, qui est un espace sans frontières intérieures, mais avec un contrôle commun des frontières extérieures, pour l'intégrer à l'Union européenne en 1995, qui avait commencé en 1986 par une initiative intergouvernementale. Quand on avance, ensuite, on donne un peu plus de responsabilité à l'Union européenne. Alors on va décider entre, donc nous c'est qui? C'est les citoyens au Parlement européen et aussi nos gouvernements qui sont démocratiquement élus. On va décider d'avoir un certain cadre pour dire, bon, comment est-ce que nous recevons quelqu'un qui arrive sur le territoire de l'Union européenne? Eh bien, on va respecter la Convention de Genève qui s'assure que toute personne fuyant les conflits ait le droit de poser une demande d'asile,
donc en fuyant le danger de la torture, de la dictature, de la persécution pour vos positions religieuses, pour vos positions politiques, pour votre orientation sexuelle, eh bien vous avez le droit de demander la protection d'un État qui a ratifié la Convention de Genève, soit la grande majorité des États et tous dans l'Union européenne. Merci. Du coup, lorsque l'Union européenne a avancé sur la régulation de l'immigration au niveau européen, nous avons mis certains cadres de base. Par exemple, lorsque quelqu'un arrive depuis 2015, il doit avoir ses empreintes enregistrées dans une base de données au niveau européen qui s'appelle la base de données Eurodac, qui est d'ailleurs protégée à Strasbourg, à côté de l'emplacement où se trouve le système d'information Schengen, qui contrôle l'ensemble des arrivées sur le territoire européen. Et donc, nous sommes loin d'une immigration incontrôlée et loin d'une Europe passoire, puisque nous suivons, tout en protégeant les données personnelles de ces personnes, le parcours de ces quelques centaines de milliers d'immigrés sur un immense continent qui est bien plus nombreux et qui n'est pas réellement menacé par cela, puisqu'il en est fait. Toujours du côté de l'Union européenne, nous avons aussi actuellement tout un chantier pour renforcer Frontex, donc la coordination des gardes-côtes et gardes-frontières européens et nationaux. Actuellement, vous avez 100 000 gardes-côtes nationaux, donc des gardes-côtes nationaux français, italiens, mais vous n'avez que 1500 gardes-côtes et gardes-frontières européens. Donc ce que propose de faire la Commission européenne, puisque la Commission européenne propose les initiatives mais ne les décide pas, c'est d'augmenter ce budget et de recruter davantage pour mieux coordonner la surveillance des frontières. Et ce que vote par exemple Marine Le Pen au Parlement européen, puisqu'elle a été pendant très longtemps députée là-bas, c'est contre le renforcement de Frontex, contre le renforcement en fait de tout contrôle, de toute coordination européenne pour arriver à mieux gérer les flux migratoires. Donc bonjour la contradiction. Vous avez également à côté de ça, pas que l'aspect répressif de surveiller les frontières, mais aussi un autre aspect qui est par exemple l'aide humanitaire de l'Union européenne dans son voisinage. L'Union européenne est la première puissance humanitaire du monde. 55% de l'aide humanitaire dans le monde est dépensée pour l'aide provient de l'Union européenne. Notamment, par exemple, en Syrie, avec un fonds européen de soutien aux ONG pour l'accès à l'eau, la construction de camps de réfugiés, l'accès des ONG comme Médecins sans frontières à ces territoires pour que les Nations Unies, le Programme alimentaire mondial continuent de réduire au maximum les destructions qui sont la conséquence de la guerre et de la répression en Syrie par exemple. Vous avez aussi un financement de l'Union européenne juste à côté dont on parle peu, qui est le financement justement de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. L'ensemble des agences onusiennes qui sont actives sur l'immigration sont largement financées par les États membres de l'Union européenne et la Commission européenne pour qu'elles fassent mieux leur travail, qu'elles aient mieux de compétences. Un exemple, lorsque l'Union européenne a proposé, donc le Parlement européen, a proposé d'augmenter le budget que l'Union européenne alloue à la Turquie pour aider les Nations Unies à construire des écoles, construire des camps de réfugiés dignes de ce nom avec de bonnes conditions sanitaires. Eh bien, il s'agissait donc d'améliorer la situation des réfugiés en Turquie, ils sont plus de 4 millions, dont au moins 2 millions de Syrie, afin qu'ils ne soient plus désespérés et qu'ils ne soient plus susceptibles de payer des passeurs pour arriver sur le territoire de l'Union européenne. Qu'a été le vote du Front National? Le Front National a voté contre cela, de même que les autres alliés de l'extrême droite française. Par exemple, l'extrême droite néerlandaise ou italienne. Et c'est là que je vais vous parler d'un vote assez intéressant, le vote d'avril dernier. En avril 2018, le Parlement européen a proposé une solution à la situation actuelle en Europe au niveau des nouveaux arrivants. Donc, comment réformer ce qu'on appelle le règlement de Dublin? Ce règlement-là, c'est une loi européenne qui a été faite il y a beaucoup d'années avant que le système ne soit dérangé par la crise de 2015. Et le Parlement européen propose de le réformer de la manière suivante. Alors, la situation actuelle est que
si vous êtes un migrant, par exemple, érythréen, vous fuyez votre pays parce que vous avez eu un service militaire obligatoire de 15 ans, vous n'avez pas envie de faire un service militaire pendant 15 ans dans une dictature totalitaire, et donc vous allez prendre tous les risques pour avoir un meilleur avenir. Vous arrivez ensuite en Italie. Lorsque vous êtes en Italie, vous allez pouvoir déposer votre demande en Italie seulement, dans le système de Dublin. Donc on distribue les responsabilités. Et donc si vous allez ensuite en Allemagne, même si l'Allemagne est d'accord pour vous recevoir, l'Allemagne peut avoir aussi le droit de vous renvoyer en Italie parce que le règlement de Dublin dit que le premier pays dans lequel vous entrez dans l'Union européenne est celui qui doit instruire votre demande d'asile. Et ça fait tout un chaos qui fait que la personne va venir probablement aux Pays-Bas, en Allemagne, puis après va être déportée en Italie, puis ensuite va demander l'asile en Italie, puis 2 ans, 3 ans plus tard va l'avoir, puis ensuite va de toute manière vouloir aller dans le pays autre. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve en fait son père ou sa mère ou son frère. Et que les études montrent que les migrants essayent d'aller là où ils connaissent un proche. Donc le Parlement européen a proposé, ce qui veut dire la majorité du Parlement européen a voté pour, en avril dernier, avoir un système de redistribution automatique des demandeurs d'asile en fonction de leur famille. Donc je suis monsieur X, on va dire monsieur Alpha, j'arrive en Italie, j'ai de la famille en Belgique, eh bien je vais d'abord en Belgique légalement, en me déclarant, en donnant mes empreintes, j'arrive en Belgique, je fais une demande d'asile, une demande de protection en Belgique. Si celle-ci est refusée, elle est refusée, mais au moins, on ne va pas perdre notre temps à rechercher des migrants en situation irrégulière, à les renvoyer dans leur pays initial, en Italie, sans pouvoir leur renvoyer dans l'autre pays. Donc on allège la pression sur les premiers pays entrants, comme la Bulgarie, la Grèce, l'Italie. Or, qu'a voté sur ce compromis pour redistribuer les demandeurs d'asile, qu'a voté l'Italie? Non pas l'Italie, pardon, mais l'extrême droite italienne. L'extrême droite italienne, Matteo Salvini, la Ligue, s'est abstenue. Même si c'était un compromis qui allait complètement dans son intérêt, l'extrême droite ne va jamais voter pour une initiative européenne. Et c'est bien là une immense contradiction que nous devrions rappeler à la tête de Marine Le Pen ou de Matteo Salvini, c'est qu'ils sont contre une coordination européenne, une distribution européenne, un principe qui est inscrit dans les traités européens, celui de la solidarité. En cas de crise, de stress très important sur certains États, eh bien tout le monde a l'obligation d'être solidaire. C'est ce qui n'a pas marché en 2015-2016. Et donc Matteo Salvini dit dans les médias que l'Italie est abandonnée par l'Europe. Mais en réalité, il ne recherche pas à redistribuer les demandeurs d'asile dans le reste de l'Europe, puisqu'il est anti-européen, il ne veut pas de système européen. Ce vote-là, en avril 2018, doit nous rappeler ce qu'est l'extrême droite, c'est-à-dire qu'elle ne va pas rechercher un compromis, puisque sinon, on résout la crise, et donc pourquoi revoter pour l'extrême droite le 26 mai 2019? Et donc cette absence de consensus bloque les États. Donc vous avez 2 puissances qui prennent les décisions au niveau européen. D'un côté, le Parlement européen, mais de l'autre, nos États. Si les 28 États ne sont pas d'accord, si des États comme l'Italie, la Hongrie, la Pologne deviennent populistes, nationalistes et ne veulent aucun compromis au niveau européen, eh bien, la situation est tout simplement bloquée. C'est là où nous sommes actuellement. Alors, je vais maintenant arriver à vos questions. Je comprends que j'ai parlé de sujets extrêmement divers. On a parlé d'immigration et d'économie. On a essayé de montrer que la situation est bien pire, par exemple, au Moyen-Orient. On a montré que l'immigration n'est pas de la responsabilité de l'Union européenne, mais de nos États. D'où l'importance d'avoir un code européen de l'asile et de l'immigration, d'avoir une agence européenne de l'asile que nous sommes en train d'élaborer, d'avoir un plus grand budget pour l'agence Frontex, certes, mais avec aussi un mandat plus clair. Mais l'ensemble de ces sujets ne doit pas vous désarçonner, que le message principal, il est de ne pas écouter l'extrême droite sans y répondre, en regardant qui sont les Français. Qui sont Astérix et Obélix? Ce sont 2 personnages de bande dessinée qui ont été dessinés par Uderzo et Goscinny.
des immigrants polonais et italiens. Qui est Jamel Debbouze? Qui est Zinedine Zidane? Qui est Kylian Mbappé? Qui est Léo Ferré? Qui est Yves Montand? Qui est Edith Piaf? La grand-mère d'Edith Piaf est marocaine. Le reste de ses grands-parents sont italiens. Ils sont venus en France pour un meilleur avenir et ils ont réussi. Tout comme mon père, tout comme beaucoup de gens, regardons l'ensemble de l'image et comprenons bien que c'est en investissant dans l'immigration que nous lui donnons toutes ses chances de réussir. Maintenant, je vais arriver à vos questions. Je vais essayer de me limiter à 5-6 minutes pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et je vous précise que d'habitude, un débat sur l'immigration, ça prend 2 heures, 2h30, que j'en ai fait 20 cette année et qu'ils ont tous été très très réussis, mais frustrants aussi parce qu'on n'arrivait jamais, même en 2h30, à parler de l'ensemble des sujets. La sécurité, la culture, énormément de sujets sont connexes en fait. Même aussi le climat, le réchauffement climatique faisant que nous avons beaucoup de réfugiés quittant le Sahel à l'avenir en espérant avoir un meilleur avenir autre part, dont la plupart d'ailleurs restent en Afrique. Alors, David Cohen nous pose la question des quotas. Les quotas seraient-ils utiles? Les quotas seraient utiles à partir du moment, David, où ils sont respectés par l'ensemble. Si on avait un système fédéral comme au Canada, nous pourrions par exemple redistribuer avec ensuite des provinces qui se distribueraient entre le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique, ces nouveaux migrants. On n'en est pas là au niveau européen. L'Union européenne n'impose pas aux États des quotas. Ce sont les États eux-mêmes qui doivent appliquer ce principe de solidarité. Du coup, ça ne marche pas beaucoup. C'est à l'unanimité en gros. Dans les faits, c'est à l'unanimité. Donc, ce système ne marche pas pour l'instant. Il faut d'abord élaborer une grande confiance, modérer l'extrême droite au maximum pour expliquer à l'opinion publique que l'immigration n'est pas ce qu'ils pensent, que l'immigration est réussie si on investit dedans. Et ensuite, nous pourrons donc avoir une solution apaisée, trouver un compromis et peut-être aussi, ce serait très bien, des quotas pour que dans certaines régions économiques où il n'y a pas de chômage, comme dans beaucoup de régions en Allemagne, eh bien, on puisse recruter davantage. Et l'Allemagne, par exemple, est la plus grande utilisatrice du système européen des cartes bleues, les blue cards, comme les cartes bleues, cartes vertes américaines. Et donc, on pourrait très bien jouir de cette situation au niveau européen et avoir des quotas pour prendre davantage d'excellents ingénieurs indiens, comme nous le faisons aussi en France, mais à un niveau européen. Ce serait une très bonne idée, mais il faut d'abord décrisper la situation. Alors, ensuite, une question de Catherine Jeanne. Y a-t-il un droit d'asile européen où chaque pays décide-t-il de son droit d'asile? Alors, très bonne question Catherine. Il y a des cadres que nous avons faits dans les 10-15 dernières années. Donc, en gros, chaque personne qui rentre dans l'Union européenne a des droits de base. Ce qu'on a décidé dans directives sur, par exemple, la directive retour, la directive sur les recours juridictionnels, sur l'accueil, sur les droits donc de ces mineurs non accompagnés. Donc on dit par exemple qu'un mineur non accompagné a des droits spécifiques vu qu'il a moins de 18 ans dans toute l'Union européenne. On dit que toute personne ne peut pas être mise en rétention administrative pendant plus de 18 mois. En France, c'est 90 jours. En Belgique, c'est 18 mois. Et c'est le maximum. Avant, c'était plus que ça, le maximum dans l'Union européenne. Il n'y avait même pas, d'ailleurs, de maximum. C'est, par exemple, l'obligation d'avoir le droit de faire appel. L'obligation de ratifier la Convention de Genève qui protège ces personnes-là. Mais ça ne va pas être plus que ça. Et donc, nous sommes en fait à mi-chemin. Nous avons fait l'abolition de nos frontières intérieures, l'agence Frontex, certaines lois européennes cadrant un petit peu les droits des migrants et aussi l'obligation des États de les expulser s'ils ont un ordre de quitter le territoire ou de leur donner un permis de travail, de les régulariser, tout à fait légalement. Mais on n'a pas fait plus que ça, on n'a pas de code européen de l'asile. Alors, une question de Linda. La Convention de Genève est-elle respectée partout en Europe? Très très bonne transition Linda, puisque la Convention de Genève est actuellement violée par l'Italie, qui normalement a l'obligation de recevoir non seulement les mineurs qu'elle a reçus, mais aussi les personnes plus âgées, qui sont vulnérables et qui ont le droit fondamental de demander la protection de l'Italie.
puisque l'Italie a ratifié, c'est l'une des hautes parties contractantes, la Convention de Genève. Donc on a une violation actuellement par un État. Pourquoi? Parce que Matteo Salvini est d'extrême droite et qu'il est ministre de l'Intérieur en Italie. Et donc lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, forcément, on n'arrive plus à trouver un compromis ou ne serait-ce qu'à respecter l'état de droit qui est actuellement violé par l'Italie. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte de l'hypocrisie de Matteo Salvini qui dit que l'Europe a abandonné l'Italie alors que l'Europe a augmenté largement son budget qui est passé de 400 à 800 millions d'euros en 2015-2016 pour aider l'Italie à recevoir quelques dizaines de milliers de primo-arrivants. Par exemple, en 2016-2017, l'Italie a reçu 150 000, 180 000 personnes. C'est beaucoup moins que ce qu'a reçu la Grèce. Mais l'Italie ne veut pas redistribuer automatiquement les personnes qui viennent sur son territoire à d'autres pays. C'est bien étrange, mais c'est en fait une réponse absurde venant d'un gouvernement d'extrême droite. Ce ne sont pas la majorité des Italiens qu'il ne faut pas oublier. Seulement 18% des suffrages exprimés sont allés vers l'extrême droite. Mais ça lui a suffi pour entrer en coalition et ensuite contrôler cet agenda-là. Et il y a un risque le 26 mai, si on ne va pas tous voter, que l'extrême droite double son score au Parlement européen. Alors ensuite, on a une question. Que compte faire la France pour les non régularisables? Il n'y a pas de non régularisables, on peut régulariser tout le monde. Donc là, la question est très très simple. Il y a toujours la peur d'un appel d'air en régularisant. L'Espagne a fait beaucoup de vagues de régularisation, la France aussi l'a fait auparavant. C'est une décision politique. Mais cela ne concerne pas beaucoup de gens en fait. On parle de 150 000, 250 000 personnes sur 67 millions. C'est-à-dire, par exemple, si on inverse la chose au niveau légal, la France a donné 270 000 permis de séjour en 2016, si ma mémoire est bonne. Ces 270 000 permis de séjour représentent 0,3% de la population et sont surtout des étudiants et des membres de famille. Donc, pourquoi pas régulariser davantage de personnes, mais attention aussi à l'effet d'appel d'air qui enverrait aussi un mauvais message, parce qu'il ne faut pas que nous ayons une immigration incontrôlée. C'est dangereux d'avoir une immigration incontrôlée, et donc il faut manier cet instrument avec beaucoup de précautions. Alors, j'ai une question de Malika. Pourquoi l'Union européenne ne développe pas le statut de travailleurs saisonniers? Très très bonne proposition. C'est aussi l'une des propositions du Parlement européen. Alors, le Parlement européen a une commission qui travaille sur ces aspects-là, qui est la commission des affaires intérieures et des libertés publiques, que l'on appelle dans les coulisses du Parlement européen la commission Libé. Et nous avons aussi l'autre commission du marché intérieur, par exemple, qui dit justement à la commission des libertés publiques qu'il y a un très grand besoin de travailleurs saisonniers. Actuellement, par exemple, en Espagne, il y a un très grand besoin de travailleurs saisonniers marocains. Et il y a dans les nouvelles, je ne sais pas si vous les avez vues, une nouvelle commission espagnole qui va s'assurer de défendre les droits de ces femmes marocaines qui récoltent les fraises en Espagne, mais qui sont aussi victimes de harcèlement sexuel par leurs employeurs espagnols au Maroc. Donc on peut aussi travailler sur ça au niveau européen si c'est utile. Il ne faut bien sûr pas donner toutes les compétences au niveau européen. Parfois, c'est contre-productif. Il faut les donner seulement lorsque ça nous aide à mieux nous coordonner, par exemple. Et puis, je vais prendre peut-être une dernière question de Jasser. Quelles sont les solutions européennes pour une meilleure intégration des réfugiés? Ce qui est très intéressant, Jasser, c'est qu'il y a des pays dans lesquels ça se passe très très bien. Et ce sont les pays qui en fait investissent massivement dans l'intégration des réfugiés. Parce qu'ils comprennent qu'au long terme, comme c'est le cas d'ailleurs en France, eh bien, c'est tout à fait bénéfique pour nos services publics. Et donc, vu que la population vieillit largement et que nous serons en 2050 en moyenne une population qui a 49 ans de moyenne en 2050 dans l'Union européenne, eh bien, ces pays-là qui sont largement atteints par ce vieillissement, comme la Suède ou le Danemark, investissent massivement, aussi l'Allemagne récemment, dans les cours de langue, dans les cours de civilisation, dans
un ensemble de réformes pour que ces réfugiés-là s'intègrent rapidement et ne restent pas dans des ghettos culturels. La France, elle, a pendant très longtemps manqué d'une vraie politique d'intégration et d'immigration. Alors l'année dernière, on a changé en France quelques aspects. On a doublé le nombre de cours de langue disponibles. On a rendu possible aussi de prendre des cours de langue gratuits pour les étrangers, même s'ils ne sont pas de niveau A1, donc le niveau basique. Mais on peut encore mieux faire, on peut encore beaucoup mieux faire. Donc on a énormément de marge et ça aussi, ça dépend, c'est très important, de vous. C'est-à-dire que quand j'ai créé moi-même un concert débat avec des réfugiés syriens, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'administration et pourtant on a organisé 19 concerts débats pour parler de l'intégration avec des publics européens qui étaient plus ou moins bien informés sur la situation. On a eu des gens, par exemple à Liège, à la Cité Miroir, qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas vraiment compris à quel point ces réfugiés-là étaient en fait exactement comme eux, qu'ils n'étaient pas meilleurs et qu'ils n'étaient pas pires. Et qu'en se rendant compte que notre guitariste Bassel avait ses 2 enfants qui allaient à l'école depuis septembre et qu'ils avaient le même âge que ses propres enfants, eh bien, son opinion a changé. Et donc, ça a permis de calmer les choses et d'expliquer l'immigration comme quelque chose, en fait, de tout à fait banal dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire du monde, et que tout ce qui compte, c'est que nous travaillons tous ensemble à cela. C'est ce que j'ai écrit dans l'Observateur d'ailleurs, dans le Nouvel Obs, lorsque j'ai dit que c'est grâce aux Français que mon père a été intégré. C'est grâce à ses collègues, grâce à sa femme bien sûr, grâce en fait aux efforts de tout le monde autour de lui, pas que à lui. Et donc à nous tous en fait de ne pas exclure, mais plutôt d'inclure. Je vais sur ces mots vous dire à la prochaine. Ce n'est pas le dimanche qui vient, mais le dimanche d'après. Merci beaucoup et passez une superbe semaine et j'espère que vous avez aussi beaucoup profité du soleil ce dimanche. Merci beaucoup.